c'est graduel, on s'en rend pas toujours compte. On met de l'eau dans notre vin pour reprendre une expression populaire. Ah ben non, c'est la fatigue, c'est un moment, c'est ma faute. On se remet souvent beaucoup en question. Quand tu coches ça, peut-être souvent, t'es victime de violence. Puis nous, on en a eu des cas où des gens qui se disent « je m'en rendais même pas compte ». Salut, moi c'est Laurie. Le projet Enquête de liberté est né d'un désir de démystifier la violence conjugale et les défis de communication dans les relations de couple. Je suis partie à la rencontre de différents intervenants, autant au Québec qu'en France, afin de mieux comprendre cette réalité. Au fil des rencontres, j'en suis arrivée à des échanges qui m'ont plutôt amené à mieux comprendre les ressources à notre disposition pour se sortir d'une situation de violence conjugale et aussi comment il est possible de prévenir des situations violentes dans nos relations avec les autres. Les entrevues traitent uniquement d'une partie de la problématique et d'une manière plutôt générale. Je te suggère fortement de te référer à un expert pour répondre à toutes tes questions relatives à ta situation spécifique, si tu souhaites aider quelqu'un ou si tu as l'impression que tu aurais besoin d'aide dans ta propre relation. Bonne écoute! Au dernier épisode, je parlais de ma curiosité à interroger la réalité de la violence conjugale dans la communauté de la diversité sexuelle et de genre. En novembre 2021, j'ai donc pris la route et je me suis dirigée vers les bureaux du JAG qui venaient de s'installer à Longueuil. J'ai eu un accueil très chaleureux de la part de l'équipe qui avait le désir de démystifier la réalité méconnue de cette communauté. Au moment de rendre cette entrevue publique, la direction de l'organisme a changé. Les défis et enjeux en termes de violence dans les relations restent toutefois les mêmes. Salut Laurie, moi c'est Raphaël Provost. Je suis directeur général du JAG. JAG est un organisme LGBT+. Je suis le directeur général depuis 8 mois. Un grand privilège que j'ai de pouvoir occuper cette fonction-là au sein d'un organisme qui est extraordinaire, en tout cas, en mon sens. C'est un organisme, on est en Montérégie. Donc, tout le 450, la rive sud de Montréal, mais ça, c'est nous autres. On est le seul organisme LGBT+. Et on accompagne toute personne qui, de près ou de loin, est interpellée par la communauté LGBT+. Donc, oui, les gens du fameux acronyme, mais aussi les parents, les proches, les alliés, les organismes, les entreprises. Il y a 1,5 million de personnes en Montérégie. Dans ma tête à moi, c'est 1,5 million de personnes qui est interpellée par la mission, parce qu'elle est très large. On touche, nous, à la diversité sexuelle, de genre, affective. On est un généraliste LGBT+, puis on est un organisme, nous, de communautaire. Donc, on a une mission positive. On est là pour accompagner. Et je ne suis pas seul sur ce bateau. On est une belle équipe de 11 personnes actuellement. Donc, une belle équipe qui s'assure que la mission fonctionne, qu'on joigne le plus de gens possible. Et ça, c'est tout récent, là. Ça a bougé, disons, dans les derniers temps. Donc, voilà qui je suis, pour redonner la petite intro. Cool, merci. Puis, en tant que tel, justement, moi, je suis curieuse d'avoir un petit peu ton parcours, là. Qu'est-ce qui t'a amené, justement, à être le directeur général du JAG? Qu'est-ce qui t'a amené vers là? Hey, j'étais tellement pas prédestiné à devenir directeur, là. J'étais vraiment un outsider, moi, du milieu communautaire, 2, de la communauté LGBT+. Pas parce que j'en faisais pas partie. Je suis un homme cisgenre homosexuel, donc je le dis, je l'assume. Mais moi, j'étais pas très investi dans la communauté. Et 2020 aura été une grande année pour bien des choses, mais pour moi, aura été une année aussi positive. Je revenais d'un voyage, ça fait très spirituel, là, mais j'étais dans le milieu universitaire, j'étais chargé de projet à HEC Montréal. Je travaillais en communication événementielle, donc c'était mon background principal. Donc moi, j'avais un background communication événement. Et en 2020, je suis allé à San Francisco par plaisance, faire un voyage là-bas. Puis pour ceux qui savent, San Francisco, c'est la Mecque de la communauté LGBT+. Oui, c'est énormément ça. de mouvements qui est parti de San Francisco. C'est très ouvert, c'est très queer là-bas. Justement, le mot queer vient un peu de là-bas. J'ai fait ce voyage-là, puis je me suis dit, je suis quelqu'un de trop privilégié pour pas avoir à redonner d'une certaine façon, d'avoir un impact dans ma communauté. Il faut que je fasse quelque chose. Moi, il y a quelques années, quand j'ai fait mon coming out, j'aurais aimé ça être accompagné. Donc, je suis revenu et je suis allé sur le site web du Gris Montréal, qui est un organisme montréalais qui vont dans les écoles, ils font du témoignage, la démystification des orientations sexuelles dans les classes primaires, secondaires. Et c'est des bénévoles qui travaillent là comme intervenants. Fait que je les ai contactés. J'ai été pris pour faire la formation c'est comme 2 week-ends de formation où on apprend les bases de la démystification. Répondre à toutes les questions pas possibles que les jeunes auraient en tête. On les a toutes entendues, puis on est formés pour répondre à ça, justement.
Et j'ai eu vraiment un appel de... Mais j'ai envie de faire ça plus souvent, de parler de ma communauté, de parler de moi, de ça vraiment éveiller quelque chose, tout ce parcours-là. Fait que 2020, on pouvait plus aller dans les écoles, mais le GRI a continué à en faire virtuellement. Fait que j'en ai fait comme une quarantaine en 2020 d'interventions. Okay. Mais il y a eu une intervention qui a été assez marquante dans mon parcours de vie, autant professionnel que personnel. Octobre 2020, je reçois un appel du GRI Montréal qui me dit « Raphaël, en urgence, on aurait besoin d'un intervenant pour aller à Saint-Hyacinthe. Il y a une intervention dans une école là-bas, une des Miss, et il manque quelqu'un. Il faudrait que tu y ailles avec le JAG. » OK. Et moi, dans mon parcours professionnel puis personnel, j'ai tout entendu les prénoms pas possibles. Fait que moi, le JAG, c'était quelqu'un dans ma tête. Donc, j'allais rejoindre cette personne JAG et on allait faire une démiss ensemble dans cette école secondaire. Fait que j'arrive à Saint-Hyacinthe. Moi, je pars avec ma voiture. Je m'en vais là-bas faire la démiss. J'arrive. Fait que là, je rencontre la personne que je croyais être JAG, mais qui se prénommait finalement Justine. Je mets JAG, c'est quoi de bord? Elle dit, c'est l'organisme pour lequel je travaille. Je suis intervenante là-bas. C'est un organisme LGBT+, à Saint-Hyacinthe. On est un petit organisme local. On accompagne principalement la Montérégie-Est, donc Sorel, Saint-Hyacinthe, Acton. Mm-hmm. Là, je suis comme, mon Dieu, c'est donc bien intéressant, ça. Moi, je viens de Napierville, en Montérégie, qui est de l'autre bord, là, vraiment dans l'ouest. Je me semble que ça aurait été cool d'avoir un organisme comme ça à l'époque. Mais bon, ça reste comme ça. Fait qu'on fait notre démiss. Démiss, peut-être juste préciser qu'est-ce que c'est une démiss? Oui, démystification, c'est un type d'atelier qui est offert justement par le GRI, où on va démystifier ce que c'est les orientations sexuelles, ce que c'est d'être homosexuel, ce que c'est d'être lesbienne, ce que c'est d'être pansexuel, d'être bisexuel. Okay. Et c'est justement, on est formé par le GRI pour aller répondre dans les écoles. Au fond, c'est souvent un atelier d'1 heure. Nous, on arrive, on se présente, on se raconte. Et ensuite, pendant 1 heure, on dit aux jeunes, posez-nous toutes les questions que vous avez envie de nous poser. Vraiment, là, ça peut être sur des questions très pointues sur la sexualité. Ça fait quoi de go au lit? Comment ça fait 2 filles pour avoir un bébé? Te rencontrer ton chum comment? Comment s'est passé ton coming out? Tout ce que nous, on a envie de poser comme question, mais on se les fait poser par des jeunes. Okay. Fait que c'est ça, une démiss. Je dis démiss, mais pour démystification. C'est bon. Et là, je me mets à suivre le JAG sur Facebook. Moi aussi, fin 2020, je suis en questionnement professionnel. J'ai envie de faire quoi? J'aimais mon travail, mais je sentais que j'étais pas sur mon fameux X professionnel. Et un février 2021, je suis sur Facebook et je vois qu'il y a une offre d'emploi de directeur général au JAG. OK. Mais là, je dis, mais moi, j'ai jamais été directeur général de ma vie, là. Non, j'ai fait plein de trucs hyper connexes, mais je n'ai pas ce titre-là sur mon CV. Je n'ai pas étudié en gestion. J'étais pas un gestionnaire. J'en ai fait indirectement. Mais donc, je lis pas l'offre d'emploi. Je la laisse comme ça. Mais là, je me dis, mais j'aimais ça, le JAG. Puis j'ai envie de m'impliquer au sein de la communauté. Je retourne voir la description de poste et chaque ligne, je me dis, je suis capable. Ça, je suis capable. Hey, ça, je serais hot pour faire ça. Ça me rejoint. Peut-être ça, je ne sais pas encore, mais pourtant, moi, je suis un autodidacte. Donc, donnez-moi quelque chose à apprendre, je vais l'apprendre, puis je vais le faire, puis je vais vouloir bien le faire. Ben, j'ai envoyé une lettre au CA. Okay. C'est ça la procédure. Fait que j'envoie une lettre au CA. Pas de nouvelles. 2 semaines, 3 semaines, pas de nouvelles. Je dis, c'était pas pour moi. Clairement, j'ai peut-être pas le profil. Je renvoie ma candidature en expliquant point par point pourquoi je devrais au moins avoir une entrevue. Au moins une entrevue. Fait que t'avais vraiment un intérêt. Il y a un intérêt, puis quand je veux quelque chose, je m'arrange pour l'avoir. Puis après, ça m'appartenait pas. C'est au CA de décider, mais au moins, je veux me faire entendre. Moi, je suis comme ça dans la vie. Donnez-moi au moins l'opportunité donnez-moi un micro, je vais vous convaincre. Et j'ai eu des entrevues, ça a fonctionné. Et ils ont vu un potentiel en moi. Et j'ai commencé le 22 mars 2021 comme directeur général du JAG. Et depuis, comme je le disais tantôt, je me sens privilégié de pouvoir m'impliquer au sein d'une communauté qui m'accompagne, que je suis, moi, je fais partie de la communauté et je suis de la Montérégie. Et comme je le disais tantôt, il y a 12 ans, quand j'ai fait mon propre coming out, j'aurais tout donné pour qu'un JAG existe dans mon coin de pays. Oui. Donc, moi, ma mission aujourd'hui, qui est autant professionnelle que personnelle, toute personne qui, de près ou de loin, est interpellée par la communauté, je veux qu'ils nous connaissent. Je veux qu'ils sachent qu'il y a un organisme pour les aider, pour les accompagner, qu'il y a une main tendue pour eux. Autant que tu fasses partie de l'acronyme, ou que tu es juste en questionnement, ou que tu as besoin d'être éclairé, ou que tu es sensible à la diversité, ben moi, une de mes missions, c'est de nous faire connaître par le plus grand nombre de personnes
personnes pour aider le plus grand nombre de personnes. Parce que des petits Raphaël, comme à 17 ans, comme je l'étais isolé avec moi-même, je sais qu'il y en a d'autres. Puis mon but, ben, c'est ça. Puis c'est ça un peu la mission de Jacques. Fait qu'il y a comme un beau match. Fait que ça sonne un peu... mon film sort en 2024, produit par Xavier Dolan, I wish. Mais c'est ça. C'est un peu... Ça fait très, très film, mais c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Et je suis très heureux. Et c'est ce parcours-là qui m'emmène. Donc, un background en communication. J'ai été adjoint exécutif de président d'entreprise. J'ai fait plein de choses. J'animais aussi. Et ce mariage-là de toutes mes expériences me servent beaucoup aujourd'hui. Oui, j'ai jamais été directeur général, mais chaque directeur général ou directrice, il faut qu'on commence à quelque part. Ben oui. Puis moi, ça a commencé en mars dernier, puis je suis très heureux. Wow. Puis là, dans le fond, tu me disais aussi que vous êtes rendu avec 2 bureaux. Est-ce que ça s'est passé comment, ça, justement, d'avoir un bureau additionnel? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des besoins additionnels que vous sentiez qui se faisaient ressentir? Qu'est-ce qui est arrivé, en fait? Mais c'est exactement ça. Ça vient d'un besoin. Parce que, pour la petite histoire, le JAG existe depuis 25 ans, bientôt. Donc, 2022 va être le 25e anniversaire de l'organisme. Quand même, dans le communautaire, c'est pas jeune pour un organisme. Et jusqu'à tout récemment, on était à Saint-Hyacinthe. Nous, notre mission, c'était local Saint-Hyacinthe, surtout les jeunes 12-25 ans de l'acronyme. Et 2020, le gouvernement du Québec, la santé publique de la Montérégie, nous a donné comme mandat de devenir l'organisme régional, donc, de la Montérégie. Donc, de couvrir autant que tu sois à Vaudreuil, à Sorel, à Napierville, à Longueuil, à Saint-Lambert, ben on est l'organisme LGBT+. Puis pour être capable de rejoindre le plus de gens possible, moi, je me suis dit, mais il faut qu'on soit physiquement proche des gens. Parce que à Longueuil, c'est facile, il y a un métro, il y a des autobus. Mais quand tu habites Lacolle ou que tu habites Beauharnois, t'as pas le même accès, t'as pas les mêmes transports en commun pour te rendre à quelque part. Donc moi, naturellement, il fallait qu'on se déploie. Donc, il y a 2 mois, là, on est en novembre 2021, il y a 2 mois, je suis parti vraiment à la recherche d'un local. C'était vraiment une mission. Trouvons un local avec un aspect communautaire. Pour moi, c'est important que les gens qui viennent, peu importe dans quel point de service où on est, sentent les valeurs du JAG, le côté humain, le côté accessible. Donc, je suis parti et un autre organisme, le Collectif des droits de la Montérégie, qui avait un local disponible à Longueuil. Je les ai contactés, ça a fonctionné, il y a eu un match et j'ai signé, trouvé une clé. Et là, j'ai dit à mon équipe, ben là, il faut qu'on se déploie. On fait un lancement, on arrive. Et depuis justement 2 mois, ben on est physiquement à Longueuil. Donc, tout près du métro Longueuil, on est sur le chemin Chambly, donc on est facile d'accès. Et on a en fait un point de service. Donc, les gens, nous, actuellement, on est ici à tous les jeudis. À tous les jeudis, les gens peuvent venir nous rencontrer. Il y a une partie de mon équipe d'intervention qui est ici. Donc, c'est génial. Donc, on a un point de service à Longueuil. On en a un à Saint-Hyacinthe. C'est très stratégique de Longueuil parce qu'on rejoint beaucoup de gens. Il y a un grand bassin de personnes et il y avait des besoins. Les gens nous disaient qu'il n'y en a pas de ressources. Puis Montréal, ce n'est pas ma réalité. Même si c'est proche, c'est pas mon monde. Fait que là, on a pignon sur rue. Et là, ça fait 2 mois. Puis à tous les jeudis, il y a des fameux walk-in où il y a des gens qui se présentent sans rendez-vous parce qu'ils ont vu notre fameux beach flag, notre logo à l'extérieur. Les gens sont curieux, viennent nous voir. Et ça résonne chez les gens. C'est arrivé récemment, il y a une personne à la quarantaine qui allait porter ses enfants à la garderie. Ça faisait 2 fois qu'il voyait qu'on était là. Il ne savait pas trop qui on était, mais voyait un peu les couleurs du drapeau. Il est venu chercher l'information. Il est revenu un peu plus tard la journée même. Il dit « J'aimerais ça parler avec un intervenant. » Donc, il y avait mon fameux Philippe, un de mes intervenants qui était là. J'ai dit « Bien, prenez un café ensemble. C'est exactement ça ici qu'on fait. Là. Rentrez, venez nous jaser. » Et c'est la première fois de sa vie qu'il exprimait à voix haute ses questionnements par rapport à son identité de genre. Quelqu'un d'à 40 ans qui nous a vus comme ça sur la route en voiture. Je vous en parle, j'ai des frissons. Et il est rentré, il a parlé à un intervenant, puis c'est la première fois de sa vie qu'il se sentait dans un genre de safe space, un endroit sécuritaire, pour enfin parler de qui il est. Puis c'est ça que nous, on offre. On offre cet endroit-là. Fait que pour moi, ça fait que j'étais à la bonne place à Longueuil, parce que clairement, j'avais comme... Ça m'a rassuré de me dire, parce que c'est un peu comme du poker, est-ce que j'étais à la bonne place? On teste des choses. Clairement, là, j'avais ma réponse. Puis on est en train de développer un 3e point de service dans l'ouest de la Montérégie, dans le coin de Valleyfield. Donc, c'est des gens qui vont entendre ça un peu plus tard, mais on va être à Valleyfield dans les prochaines semaines, prochains mois, pour aller rejoindre justement l'ouest de la Montérégie, d'avoir un bureau sur place. On va être là à temps plein. Je vais avoir une équipe qui va être là. Il va y avoir des groupes de discussion et tout. Tout ce que le JAG fait, on va le faire également là-bas. Fait que tantôt, je m'amuse, puis mon équipe le dit souvent à la blague, mais sky's the limit. C'est vraiment ça avec moi, puis c'est ça pour le JAG, parce que je veux que les gens nous connaissent.
pendant l'état sur le terrain. Puis là, en plus, on sort d'une pandémie, on a besoin de contact humain. Ben, le JAG l'offre d'une certaine façon. Fait que voilà. Wow, c'est génial. Puis, je trouve ça intéressant parce que justement, tu parlais de la question de la Montérégie versus Montréal. Peut-être que tu es en mesure d'expliquer un peu parce que justement, on entend beaucoup parler que la communauté LGBT+, elle est très active à Montréal, mais en région éloignée, en dehors de Montréal. Est-ce que tu connais un petit peu comment ça se passe? Parce que justement, on n'entend pas beaucoup parler. Question de ressources, est-ce que tu connais un petit peu la réalité de comment ça se passe? Bien, il y en a peu. Il y a pas... tu sais, on connaît le fameux village à Montréal, qui est un bel exemple de, justement, la communauté se tient. C'est un endroit où on sait que c'est queer, on sait que c'est tagué queer. Si tu vas là, tu peux être toi à 100%. En Montérégie, ce genre d'endroit-là, il n'y en a pas. Il y a des endroits LGBT-friendly. Il y a des endroits qui sont... où on est bien. Je suis pas en train de dire que je suis pas bien en tant qu'homme gay en Montérégie, loin de là. Je suis très, très, très bien. Je suis privilégié. Pour moi, je parle pour moi. Par contre, il n'y a pas ces endroits-là où on peut se retrouver entre nous, où je sais que, naturellement, si j'y vais, il va y avoir des gens de ma communauté. Ça, il y en a peu. Puis le JAG, on essaie de créer un peu cet environnement-là où t'as pas besoin d'avoir un problème pour venir au JAG. Loin de là. Tu peux juste venir jaser. Une de nos activités qu'on offre, c'est des groupes de discussion, nos JAG. On a 5 beaux groupes de discussion qui se déroulent autant en présentiel qu'en virtuel, où les gens, on les invite à venir jaser de leur parcours, de leur vie, des questions. Des fois, il y a des jeunes parents homoparentales, disons, qui auraient envie de partager leurs belles histoires, comment ça se passe. Ben nous, on a ces endroits-là. Fait qu'on crée un peu ça, cet effet de communauté-là à travers l'organisme. C'est important pour nous parce qu'il y en a pas. Mais il y en a du monde queer en Montérégie. Il y en a du beau monde queer. Et c'est souvent ce qu'on entend de, ben, je dois aller à Montréal si je veux un peu avoir ce semblant-là, si je veux me retrouver un peu avec des gens comme moi. Mais nous, on travaille justement à créer ça. Je sais que moi, ce qui est un peu génial, dans ma fameuse école secondaire où je suis allé il y a 12 ans, je m'en vais dans les prochains temps. On s'en va accompagner une gang d'étudiants de l'école qui se sont partis comme un club social LGBT+. OK. Il y a 12 ans, jamais j'aurais pensé que ça aurait pu exister. Fait que dans ma même école à Napierville, dans quelques semaines, les étudiants eux-mêmes créent ça parce qu'ils se disent hey, on est plusieurs dans l'école, on a envie de parler de nos réalités, de nos enjeux et tout, voir ce qu'on peut faire comme impact. Puis ils nous ont demandé de les accompagner pour justement s'assurer que ce soit un endroit inclusif, qui en oublie pas, que, tu sais, oui, il y a des initiatives, mais de s'assurer de bien faire les choses. Fait qu'il y a des initiatives comme ça, il y a des groupes Facebook aussi et tout, mais il n'y a pas cette grande communauté-là de la Montérégie. De toute façon, c'est très grand, la Montérégie. Il y a 2h30 entre les deux villes les plus éloignées. C'est énorme. C'est très grand. C'est grand. Mais il y a des initiatives. Puis nous, JAG, on essaie d'être un peu le porte-parole de tout ça. Puis s'assurer que les gens n'aient pas besoin de déménager pour être eux-mêmes, qui peuvent rester chez eux si ça leur tente, sont bien, si t'es bien chez vous, t'es bien dans ta ville, dans ton village, mais que tu peux être toi-même. Ben, pour nous, c'est important de faire ça. Puis on travaille beaucoup aussi, on fait beaucoup de formations dans des organismes, dans des villes, pour s'assurer que les milieux soient inclusifs, pour justement que les gens aient envie de rester. Okay. Moi, j'avais pas envie de partir forcément de Napierville quand j'avais 17 ans, mais si je voulais être moi-même, j'ai senti que j'avais pas eu le choix. Fait que je suis déménagé justement à Montréal pour me sentir un peu plus moi-même, de pouvoir afficher mes propres couleurs, ma fameuse expression de genre, là, qui a pas de lien avec mon orientation ni mon identité, mais ma façon de m'exprimer. Là, on les voit pas parce que c'est un balado. Moi, j'adore porter des bottillons avec des talons. Okay. Je trouve que ça me donne... Je suis pas très grand. Moi, je suis un 5 et 8. Fait que là, ça me donne mon petit 3-4 pouces de plus là, pour aller chercher le 6 pieds. Je me sens comme un mannequin. Je marche comme un mannequin quand j'ai mes bottes. J'adore ça. Mais j'aurais pas pu faire ça à Napierville il y a 12 ans. Montréal, il y a un peu plus d'espace parce que des gens, il y a une diversité au sens le plus large. Puis ben moi, aujourd'hui, j'ai envie que les jeunes et moins jeunes qui ont envie de s'assumer, de s'exprimer, d'afficher leurs couleurs, leur style vestimentaire, mais qui peuvent le faire aussi chez eux. Parce que t'as pas besoin de faire 1 heure de route pour aller t'exprimer comme tu l'es. Puis c'est un peu ça que le JAG aussi fait, puis c'est un peu ce que j'ai envie de faire à travers ça, qu'on se sente bien avec notre expression de genre, peu importe où t'es. Voilà. Oh, c'est cool, ça. Puis justement, on parlait tout à l'heure, tu me disais, avant de commencer l'enregistrement, tu me disais justement que vous avez une portion de la mission aussi qui est en lien avec tout ce qui est les violences sexuelles et les violences conjugales dans les couples. Comment est-ce que ça se transpose un petit peu dans votre mission, de cet aspect-là de votre mission, quelles heures d'action vous faites? Puis parce que justement, on n'entend pas beaucoup parler, déjà qu'on n'entend pas beaucoup parler de la communauté de diversité de genre et diversité sexuelle, et encore moins qu'est-ce qui se passe concrètement dans les relations de couple.
es-tu en mesure de m'en parler un petit peu, justement? Absolument. Ça existe partout, puis ça existe dans la communauté aussi. Puis c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Il y a quelque chose de tabou aussi du fait, prenons, je vais parler pour les gens homosexuels, disons. Ouais. Un couple d'hommes homosexuels. Deux hommes ensemble, de la violence entre deux hommes, mais voyons. Tu sais, souvent on entend, c'est entre un homme et une femme. Tu sais, c'est souvent le modèle qu'on a de violence conjugale ou de violence physique ou de violence sexuelle, mais ça existe aussi dans la communauté. Ça existe entre femmes, ça existe entre personnes trans. Il y a énormément de violence sexuelle envers les personnes trans. Ça en est d'une violence qui est extrême. Il y a une sexualisation aussi de la transidentité. Okay. On parle peu, ça, justement, du fantasme. Disons, aller sur un site porno, je n'aimerais pas lesquels pour pas faire de la publicité à des sites porno, mais il y a des catégories trans. C'est un peu dégueulasse qu'on ramène ça à quelque chose de sexuel, le fait d'être trans. C'est une forme de violence, c'est une forme de marginalisation de la transidentité dans un aspect sexuel. Pas parce que tu es une personne trans que tu n'es pas forcément sexuel, t'es pas forcément... d'être utilisé comme un fantasme, c'en est de la violence. Il y en a beaucoup de ça. Il y a de la violence entre couples, on en entend. On a eu des appels, nous, de gens où ils ont vécu de la violence. Une personne trans dans son propre couple qui vit de la violence sexuelle, de la violence conjugale. Puis après, ça, c'est un cas qui nous est arrivé il y a quelque temps. Une personne trans, une femme trans qui vit de la violence conjugale au sein de son couple et cherche à aller chercher du soutien dans une maison, dans un centre de femmes, donc un centre d'hébergement de courte durée d'urgence. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est des endroits où on peut aller en urgence, dormir, vivre vraiment à court terme. C'est des centres de femmes, donc c'est des endroits sécuritaires où il y a pas d'hommes ou même très peu souvent dans le staff, là, parce que souvent quand tu été victime de violence avec un homme, clairement t'as pas envie d'être entouré d'hommes parce qu'il y a des réflexes et c'est tout à fait naturel et chaque personne réagit Et je suis pas en train de dire que tous les hommes donnent l'impression d'être violents. Non, c'est juste que c'est de par leur mauvaise expérience que là ils sont en situation de danger, donc association, aussitôt que je vois un homme, c'est source de danger pour moi, même principe qu'un homme vivrait ça avec une femme, automatiquement il voit une femme, pour lui c'est source de danger, donc c'est vraiment dans ce sens. Fait qu'on fait la distinction, là, la personne me dit, dans le centre de femmes, je n'ai pas été accueillie parce qu'ils me considèrent pas comme une femme. Parce que sur ces documents officiels, il n'y avait pas eu de mentions différentes et tout. Parce qu'il existe, pour ceux qui ne se connaissent pas en transidentité puis en transition, il existe différents types de transition. C'est souvent on a la fameuse transition médicale où il y a eu un changement médico-génital où il y a une opération et tout. Ça, c'est une forme de transition, mais il y en existe d'autres. Il y a une transition sociale. Donc, c'est souvent quand justement une personne trans décide d'annoncer à son entourage, maintenant, je suis, disons, pour que ça soit très concret pour les auditeurs, là, la personne s'appelait Alexandre, maintenant elle se dit Alexandra. Mais ça, c'est une transition sociale. Maintenant, je vous dis, c'est Alexandra, mon pronom, maintenant, c'est elle. Je suis une femme. Mais ces documents ne sont pas forcément modifiés. Elle a peut-être pas eu de modification ni physique ni chirurgicale. C'est social. Ensuite, il y a une transition légale, justement, faire des changements au niveau de son passeport, de son permis, d'être vraiment reconnu aux yeux de la loi, comment tu t'identifies. Okay. Ça en est une autre. Et il y a la transition médicale, où c'est vraiment où on a recours parfois à des chirurgies esthétiques, ou un changement, une vaginoplastie, où on a vraiment une modification génitale de notre apparence. Mais tu n'as pas besoin de faire les trois pour être valide comme personne trans. Non, c'est pas 1 plus 1 plus 1. C'est pas parce que si tu as fait les trois, tu es plus trans. Si tu n'en as fait qu'une, tu es moins trans. Pas du tout. Ça appartient à la personne de dire, moi, je suis trans, point. Et dans ce cas-là, la personne n'avait pas ce changement-là sur ses documents légaux. Le centre de femmes ne l'a pas accepté. Parce que donc, la personne vient de vivre, de la violence conjugale, n'est pas reconnue, n'a pas d'endroit où aller, puis on la reconnaît pas comme une femme, puis on est en train de lui dire « Ouais, mais tu ressembles à un homme, tu es un homme, tu devrais te gérer. » C'est ça qu'elle s'est fait dire, la personne. C'est extrêmement violent de tout bord, de tout côté. Puis je suis jamais dans le comparatif de me dire ça serait-il arrivé à une autre personne. Là, on parle d'un cas qui est arrivé à cette personne-là comme personne trans qui avait pas... Mais à la base, a vécu de la violence dans son propre couple. Depuis combien de temps? Pourquoi? Va pour aller chercher de l'aide, ne reçoit pas l'aide. Et c'est souvent ça qu'on entend.
Et heureusement, maintenant, ce centre de femmes-là, on les accompagne pour qu'il soit plus inclusif, justement parce que souvent, c'est pas des mauvaises intentions, c'est de la non-connaissance, on sait pas, puis c'est arrivé, c'est spontané, on savait pas quoi faire, il y a d'autres femmes, mais la personne... Mais là, nous, on accompagne. C'est une chose que le JAG peut faire. Mais ça, c'est une histoire qui est arrivée récemment, justement, de violence. Il y a la violence aussi à travers... on pourrait parler de violence sexuelle sur les applications de rencontres. Il y a une culture du viol qu'on parle peu, le fantasme du viol, où on le met dans... Il y a des descriptions là, de gens qui cherchent à vivre une expérience du viol. Je trouve ça complètement dégueulasse. Un viol, ça n'a rien de consentant. C'est la définition même d'un viol. C'est ça, exactement. Mais il y a quelque chose de sexualisé dans certaines pratiques sexuelles, dans la communauté. Moi-même, là, je vais parler avec mon propre micro et mon propre chapeau. À mes époques, sur des applications de rencontres que je ne nommerai pas non plus, mais que la plupart des gens connaissent, il y avait ça souvent, justement, cette approche-là de supériorité, de dominance sexuelle. Moi, je cherchais une sexualité saine. Je croyais un peu, à tête avec mes lunettes roses, que mon Dieu, c'est simple et tout. Il y avait quand même une hyper-sexualisation de l'homosexualité. Beaucoup de gens qui se disent « Ah, moi, je veux juste coucher avec un gars, c'est le trip et tout. » Donc, il y a aussi quelque chose, tu te sens un peu utilisé à travers ça, sexualiser ton homosexualité pour répondre à un fantasme. Et je connais des personnes trans que c'est la même chose. Il y a quelque chose mais t'es trans, il y a quelque chose de curieux, il y a quelque chose de curieux est-ce que l'apparence physique de la personne. Donc, ça peut être violent pour beaucoup de gens, ça. Donc, c'est une forme de violence sexuelle qu'il y a dans la communauté. Puis, comme je te dis, l'aspect viol, où on met ça de l'avant, je les voyais, là, c'était écrit noir sur blanc. Okay. C'est ça que je cherche, se le faire proposer, ça, de me dire, ben moi, j'ai envie de te violer. Ouais, ça, c'est un petit peu particulier. Puis là, ça sonne fort, mais je suis probablement pas le seul qui s'est déjà fait dire des choses comme ça, mais ça existe. Puis c'est vrai qu'on n'en parle pas, puis tu l'as emmené tantôt un peu, puis là, ça sonne fort, mais ça existe. Puis je me sens aujourd'hui, avec du recul, capable de le nommer, parce que sur le coup, tu te dis, est-ce que c'est ça la sexualité? Tu te poses la question quand tu as peu de modèles, quand tu arrives où on n'est pas avec une expérience sexuelle, là, on la découvre. Exactement. Moi, jeune, 17-18 ans, puis que c'est ce qu'on me propose, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut que je réponde à ce standard-là si je veux de la sexualité? C'est parce qu'on parle peu de sexualité saine. À l'école, là, toi et moi, on est peut-être un peu dans la même génération. On a un cours de sexualité pendant 1 heure dans tout notre cursus de secondaire. Exactement. Puis on parle rarement de sexualité saine, de consentement. Puis moi, j'arrive dans une communauté qui oui, a ses enjeux, mais qui a des enjeux qui sont souvent communs aussi à la communauté hétérosexuelle. Mais je fais quoi avec ça? Puis il existe des organismes comme le nôtre, mais d'autres aussi qui accompagnent, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de violences sexuelles, conjugales. Puis c'est pas une chose qui arrive qu'aux hommes et aux femmes cisgenres hétérosexuels, ça arrive aussi dans la communauté. Parce qu'on pense souvent que on est tous amis, nous, la gang LGBT+. Là. Pas forcément. Non, c'est exactement. pas tout le monde qui a des bonnes intentions non plus. C'est ça. Je pense que dans notre propre de l'humain, c'est pas tout le monde qui a des bonnes intentions. Exact. Fait que c'est partout. C'est ça, exactement. Donc, ça se reflète un peu partout. Puis, justement, si on parle un petit peu de certains exemples de ce qui peut se retrouver justement dans une situation, dans un couple, parce que déjà, d'être capable d'identifier qu'est-ce que c'est de la violence conjugale dans un couple. Donc, est-ce que tu as un peu des exemples pour les auditeurs qui nous écoutent, qui pourraient être capables de faire certains constats que c'est peut-être ça qu'ils vivent dans leur couple? Genre, on s'entend que, bon, c'est très large, ça peut être il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui peuvent se retrouver, mais est-ce qu'il y a certains exemples que tu pourrais donner qui se retrouvent justement, de prime abord, le sentiment de sécurité. Quand on perd ce sentiment de sécurité-là, il y a des questions à se poser. Quand on ne se sent pas en sécurité. Puis souvent, la violence conjugale, c'est graduel. Puis je dis souvent, mais je dis pas tout le temps. C'est pas le cas de tout le monde. C'est graduel. On s'en rend pas toujours compte. On met de l'eau dans notre vin, pour reprendre une expression populaire. Ah ben non, c'est la fatigue, c'est un moment, c'est ma faute. On se remet souvent beaucoup en question. Quand tu coches ça, peut-être souvent,
t'es victime de violence. Puis nous, on en a eu des cas où des gens qui se disent, je m'en rendais même pas compte. OK. Et ça a pris des proportions assez immenses où justement il y a de la violence physique. Mais avant de se rendre à de la violence physique, il y a de la violence psychologique, il y a de la violence verbale. Et on parle de microagression. On a toujours les fameuses scènes où on se fait battre, où on se fait taper, où la personne a des bleus et tout. Avant de se rendre à ça, souvent, il y a énormément de signaux. Les gens, quand on voit des gens qui s'isolent, souvent l'isolement, des gens qui tombent dans l'excuse, s'utilisent soi-même, se victimisent soi-même, pas se victimisent, mais se dit que c'est peut-être à cause de moi. Ça, là, c'est souvent des wake-up calls qu'on devrait avoir. Et au lieu de constater que le comportement de l'autre n'est pas approprié, dire « c'est parce que j'ai fait quelque chose de pas correct ». Exactement, mais on a l'habitude de pardonner le côté toxique des gens parce que ils ont vécu ça ou c'est des moments difficiles, la personne a peut-être été victime aussi de quoi que ce soit. On excuse souvent, mais il faudrait jamais faire ça. Jamais, 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 jamais. Et même la plus petite agression, qu'elle soit physique, verbale, mentale, ne devrait jamais avoir lieu d'être. Donc, dès que ton sentiment de sécurité est mis en jeu, questionne-toi. Puis, il existe des ressources, mais il existe aussi son entourage, de jamais hésiter. Puis, si on ne se sent pas écouté, va chercher de l'aide extérieure. Il y en a des gens qui sont formés pour ça, qui ne tomberont jamais dans le jugement, parce que souvent, on a peur du jugement. Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que j'ai-tu trop attendu? Ça va être difficile. C'est vrai que c'est difficile de confronter la violence. C'est pas le fun. C'est parfois peut-être plus facile de rester là-dedans parce que, puis là, je le dis à découvert, là, dans le sens, c'est pas facile de vivre, mais d'accepter parce que c'est pas de la violence qui est souvent 24 heures sur 24. Ça peut être ponctuel, ça peut être des crises, ça peut être... Et là, il y a tout le temps la fameuse, le bouquet de fleurs, là, la fameuse image de Bella, il me donne des fleurs, ça va mieux, la lune de miel, mais là, il s'est excusé, ou elle s'est excusée, parce que je peux dire, elle aussi, ça existe aussi, la violence. Oui. De femme à femme, d'homme à homme, de femme à homme, de personnes non-binaires. N'oublions pas aussi les personnes non-binaires à travers ça. Mais c'est justement, il y a souvent ces périodes-là où on se dit « Ah, mais ça va mieux. » Mais c'est souvent temporaire. Fait que tous ces signaux-là, il existe, comme tu l'as su bien dit, il n'y a pas une recette à « voici de la violence conjugale ». Ce serait peut-être plus simple. Si dès que je coche ça et tout, mais c'est pas comme ça, c'est plus complexe. Oui. Mais dès que ton sentiment de sécurité, puis ça, c'est fragile, un sentiment de sécurité. On devrait se demander toujours aussi, est-ce que quelqu'un qui vivrait ça, je suis sensible à ça, qu'est-ce que je dirais si la personne me partageait, comment je réagirais? Est-ce que moi, je vis, quelqu'un de mon entourage que j'apprécie ne se sent pas en sécurité? Souvent, on a plus tendance on est cordonnier machaussé, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Mais on devrait l'appliquer aussi dans des choses comme ça, de me dire, ouais, mais si quelqu'un de proche de moi, ça lui arrivait, ce que je vis actuellement, là, puis pas tomber dans des suppositions, ce qui m'arrive maintenant, ça arriverait à quelqu'un de mon entourage, qu'est-ce que ça me ferait? Souvent, l'inverse va nous donner des réponses, mais de ne pas avoir peur de parler, de ne pas avoir peur d'agir, de ne pas avoir peur d'aller chercher une oreille, parfois juste de s'écouter. Faut le faire. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il existe énormément de ressources sensibles. Puis là, je vais parler au nom de la communauté. Il existe des ressources sensibles aussi à ta réalité LGBT+, comme justement tantôt l'histoire de la personne trans et tout. Il y avait une oreille au JAG sensible qui va comprendre la réalité de la personne. Puis nous, on l'accueillait tout simplement comme une personne qui vit la violence et pas comme une personne trans qui vit la violence, comme une personne, point. Et c'est ce qu'on cherche un peu partout, au même titre qu'une femme hétéro cisgenre vivrait la violence, qu'elle puisse se sentir écoutée où elle va aller et pas d'être vue comme... de pas questionner comment elle se sent, est-ce qu'elle a pris part à quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de violences qui disent, c'est un peu ça souvent le problème, de se faire questionner soi-même. C'est déjà dur de parler. On veut juste être écouté, puis c'est un peu ça. Fait que c'est le sentiment de sécurité de base. Si vous le sentez qui est un petit peu atteint,
posez-vous des questions puis allez chercher des ressources, principalement. Oui, puis exactement. Puis je pense aussi, justement, l'idée d'aller chercher des ressources, d'avoir quelqu'un qui est externe à la situation nous permet d'avoir une personne qui nous aide à voir, justement, à mieux comprendre qu'est-ce qu'on vit dans notre quotidien. Exact. Parce que, comme tu disais, justement, le sentiment de sécurité, moi aussi, c'est sûr que le sentiment de sécurité va varier d'une personne à l'autre. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi, comme tu le disais, de se poser la question, moi, est-ce que je me sens en sécurité dans ce comportement-là, exact. dans cette chose-là? Puis tu sais aussi, des fois, ça peut être un peu difficile à dire, est-ce que c'est une chicane? Est-ce que c'est de la violence? Oui. Donc ça, la ligne aussi peut être très, très mince. Donc je pense que je trouve ça intéressant que tu nommes le sentiment de sécurité, justement, exact. de dire, est-ce que ma sécurité, je me sens en sécurité à travers ça ou pas? Voilà. Puis je pense aussi, tu sais, de ce que j'ai eu d'autres entrevues avec d'autres personnes, puis un petit peu aussi, je pense, j'ai quand même, je me suis fait une tête à travers tout ce que j'ai fait comme réflexion, comme recherche. Et je pense une chose qui peut être importante aussi de garder en tête, c'est d'avoir d'avoir aussi la communication avec l'autre personne. Absolument. Parce que dans certains contextes, je pense aussi, tu disais justement, la personne peut être fatiguée, tout ça. Ben, c'est justement de se sentir en sécurité, de pouvoir l'adresser à l'autre, de je peux comprendre que tu es fatigué, mais moi, j'accepte pas ce comportement-là. Voilà. Donc, ça aussi, ça rentre dans la communication parce qu'en tant qu'humain, on a tous des émotions. Mm-hmm. Donc, ça aussi, je pense que c'est ça qui peut devenir difficile. Puis, on sait que dans la société, c'est beaucoup entourant la violence conjugale. On va beaucoup dire, mais non, mais c'est pas vrai, ça n'existe pas. Il va y avoir beaucoup, en fait, une certaine révolte du côté entre les genres, entre les sexes, parce que c'est ce que je trouve dommage, en fait, à travers ça, c'est que souvent, c'est très polarisé. Puis je pense que c'est important, justement, de mettre en lumière, de dire, oui, effectivement, on est des humains, on a des émotions, puis justement, c'est important d'être capable de communiquer à l'autre, de se sentir en sécurité, de communiquer à l'autre, de non, je me sens pas bien dans cette situation-là. Puis ça peut être un appel aussi pour la personne qui est peut-être violente. Mm-hmm. Puis violente, là, ça peut prendre plein de formes. Hein? La violence, on l'interprète comme pour moi, quelque chose peut me sonner violent à moi, ne sonne pas violent pour quelqu'un d'autre, mais c'est propre à chaque personne. Si la personne trouve que c'est violent, c'est violent. Exactement. Elle se valide elle-même, la personne, là-dedans. Mais quand on s'exprime, puis qu'on dit « mon sentiment de sécurité a été atteint par tes agissements, tes actes et tout », mais peut-être ça peut être un appel à la personne pour « j'ai peut-être besoin d'aide ». Et ça existe. Je connais un organisme qui s'appelle l'Entraide pour hommes, qui est un peu partout en Montérégie, justement, qui accompagne des hommes qui auraient des comportements violents, qui auraient fait de la violence conjugale. Mais ces gens-là ont eu un appel. Ils se sont dit, j'ai un problème, parce que c'est un problème, je peux peut-être le régler, je peux aller chercher des ressources. Donc, de l'exprimer à certains niveaux, mais la personne peut aussi peut-être prendre conscience de ses actes. On n'est peut-être pas toujours conscient non plus qu'on est agressif ou qu'on est violent. Il y a ça aussi, parce que comme je ramène à l'image c'est pas toujours le fameux coup de poing sur le visage. Exactement. Ça, c'est très, très, très graphique. On le voit que c'est violent. C'est sournois de la violence. Puis on fait nous-mêmes parfois dans notre quotidien, on a des préjugés, on est violent, on fait des microagressions sur des gens, parfois sans même s'en rendre compte. Puis quand la personne s'exprime justement sur je me sens justement agressé par ce que tu viens de faire, tu peux avoir une prise de conscience. Et moi, j'en ai eu récemment où j'ai assisté, on était dans une formation justement sur le règlement de conflits au sein d'organismes. Donc, c'était très axé au sein d'un organisme, mais au début, on mettait les normes de respect de comment ça allait se passer ces 3 jours de formation-là. Et à travers les gens présents, il y avait des gens qui étaient de la pluralité des genres, donc des gens cisgenres, mais il y avait également des personnes non-binaires. Donc, on a tous commencé en se présentant en utilisant nos fameux pronoms. Pronom il, pronom elle, pronom le yel, le fameux yel qui est maintenant dans le dictionnaire Robert, qui est une combinaison du il et du elle, pour ceux qui ne le connaissent pas. Puis certaines personnes non-binaires utilisent cette combinaison-là pour exprimer leur diversité de genre. Donc, il y avait ça. Et il y a une personne qui dit « Je ne veux pas être, si on me misgenre, donc si à chaque fois qu'on m'interpelle, on utilise les mauvais adjectifs, les mauvais pronoms, je ne veux pas être la personne qui doit éduquer tout le monde tout le temps. Je suis victime, moi, d'agression. Est-ce que quelqu'un dans le groupe pourrait être un allié de ça? » Et il y a eu un sentiment de, oui, tu sais, on va tous faire attention si on sent que quelqu'un arrête pas d'utiliser les mauvais pronoms qu'en début, parce que c'est vrai que ça peut être complexe, la question de pronoms et tout, et c'est une chose.
mais de répéter quand la personne n'arrête pas de te dire, meilleur exemple, vous êtes une femme, c'est genre, puis on n'arrête pas de vous appeler monsieur. Oui. Puis à chaque fois que vous allez au magasin ou au resto, on vous appelle à quelque part, monsieur, puis t'es comme, non, une fois c'est une chose, une deuxième fois c'en est une autre, je ne suis pas un monsieur, je suis une madame. Mais t'arrêtes pas de le répéter aux gens, à un moment donné, ça vient tannant, l'effet de répétition. Donc la personne a exprimé, donc si ça arrive, je ne veux pas être la personne qui passe son temps à devoir justifier que je vous ai dit au début, c'était ça mes pronoms, mais elle a, nous on n'était pas conscients que ça pouvait être une agression. Tu sais, excuse-moi, mon dos, ben oui, excuse-moi, c'est parce que t'as l'air de plus d'une fille qu'un... Ça, moi, dans ma tête, à moi, je suis comme, mais non, je fais attention, je suis dans la bienveillance. Non, la personne le reçoit comme une agression. Donc, elle a mis ses limites. Donc, moi, je suis beaucoup plus conscient. J'exprime aussi, bien, pour moi, c'est nouveau, toute la question de pronoms. Et c'est justement ce que la formatrice qui était présente avec nous, elle, c'était quelque chose de complètement nouveau, là, l'utilisation d'accords alternés, d'alterner entre le masculin et le féminin, le yel et tout. Elle a dit, m'a dit, je veux que vous m'accompagniez là-dedans. Si je me trompe, dites-le moi, je vais me reprendre. Donc, il y a eu elle était consciente. Et la personne a déjà mis de base, voici ce qui pourrait peut-être arriver. Donc, j'ai trouvé que c'est une belle forme de communication. Vraiment. Mais on le reçoit tout le temps un peu comme, OK, oui, c'est qu'on veut être dans la bienveillance. Oui. Et si on ramène à la violence, d'exprimer à quelqu'un, si on se sent en sécurité, bien sûr, de le faire, bien, la personne peut peut-être avoir une prise de conscience, puis il va vouloir peut-être s'aider, parce qu'elle n'est peut-être pas toujours consciente que qu'est-ce qu'elle fait, ça a un impact sur l'autre. Puis ça n'excuse pas ses actes, loin de là. Mais moi, je crois beaucoup au travail sur soi-même. Puis si la personne, en plus, il y a un travail, puis veut être accompagnée, pour moi, c'est une belle chose. Si ça ne change pas, c'en est une autre. Mais s'il y a une évolution, bien, voilà, comme tu le disais, la communication, de communiquer son sentiment. Puis ça peut avoir une résonance chez les gens comme on s'y attend pas. Il faut arrêter de présumer. Exactement. De présumer les choses, il ne faut jamais tomber là-dedans. Je pense que... Pense pour toi, l'autre va penser pour soi, mais quand on s'exprime au fameux « je », là, la fameuse technique en psycho, le « je », ben, ça a un impact souvent sur les gens. Fait que tantôt, quand tu demandais le fameux sentiment de sécurité, puis de parler au « je », ça peut faire une différence. Je me sens comme ça. Je n'aime pas ça. Le « je » a une grosse résonance chez les gens. Puis nous, c'est souvent les gens qui nous téléphonent. Comment tu te sens, toi? On veut savoir comment la personne se sent. Un parent qui nous appelle, un jeune qui nous téléphone, comment tu te sens, toi? Le ressenti est extrêmement important. Donc, voilà. Puis ça devient intéressant aussi parce que justement, tu sais, je pense aussi à la question d'être capable de mettre ses limites, d'exprimer ses limites beaucoup. Je pense que ça, c'est une chose qui fait que ça peut être rapidement, tu sais. C'est drôle parce que j'avais une discussion avec quelqu'un il y a quelques semaines, puis elle me racontait, tu sais, on parle justement de la charge émotive des mots. Donc, pour certaines personnes, puis je trouvais ça intéressant ton exemple avec quelqu'un qui doit se sentir, tu sais, qui doit toujours justifier l'utilisation des bons pronoms, mais pour cette personne-là, c'était une agression. Donc, parce que cette personne-là, ça avait une charge émotive plus grande que, par exemple, quelqu'un qui dit, on donne un exemple, souvent à l'adolescence, la voix masculine, elle va avoir une transition, donc on parle au téléphone, on va se faire identifier comme une femme, mais c'est un homme. Exactement. Donc, à ce moment-là, c'est je vais dire comme ça, c'est plus normalisé, de dire, OK, la personne s'est trompée une fois, non, je suis un homme. Exact. Ah, OK, super, donc un changement. Donc, à ce moment-là, puis ça peut être autant reçu d'une manière sans charge émotive, sauf que, comme tu dis, c'est que rendu plus tard, si à un moment donné, ça devient toujours quelque chose en répétition, mais là, ça peut devenir une charge émotive qui va être vécue comme une agression. Donc, que la personne allait nommer justement sa limite à dire, moi, ma limite, elle est là. Et voilà. Donc, ça a été une communication qui a été faite en amont. Je trouve ça super intéressant que justement, ça soit arrivé dans une situation concrète, dans un contexte de travail. En plus. Parce que justement, tu sais, ça amène une conscience, justement, dire, c'est vrai que quand dans ma vie privée, ça peut créer ça. Si j'ai quelqu'un dans ma famille qui a une identification qui est différente de la mienne, donc, ou qui vit les choses autrement. Donc, je trouve ça super intéressant. Oui, mais c'est ça tu sais, c'est des trucs comme ça souvent qu'on donne aux gens. Le fameux Madame Monsieur, là, lâchez-moi le Madame Monsieur. C'est présumé par le nom des gens, par la voix des gens, par leur apparence, qui sont soit dans une case ou l'autre. Puis ça peut tellement créer de blocage relationnel entre deux personnes, justement dans la relation d'aide. C'est comme nous, souvent, par exemple, on ramène à la violence, ou déjà que la personne vit des émotions très fortes, mais là, d'arriver, puis je la bloque en présumant que c'est une dame ou un monsieur, puis qu'il faut qu'elle m'explique ça en plus. Je
je l'aide pas. Fait que tu sais, c'est des petites choses comme ça, des fois, qui peuvent ouvrir une porte. La personne va se sentir en sécurité, justement, parce que là, je ne présume absolument rien. Je lui laisse toute la place pour exprimer son problème. Et pas qu'en plus de son problème, puis de sa situation problématique, il faut en plus qu'elle se fasse de l'éducation auprès des autres, puis dire non, là, je vais passer 10 minutes à expliquer qu'en plus, et c'est un peu le cas tantôt avec la personne trans, où dans le centre des femmes, justement, elle s'est frappée un mur, elle avait un énorme souci, elle vient de vivre de la violence extrême. Là, en plus, elle en reçoit où elle s'en va chercher de l'aide. Ouais. Imaginez comment ça n'a pas aidé la personne. Là. Elle va où? Elle fait quoi? Elle se sent complètement seule. Fait que c'est des petites choses comme ça qu'on n'est pas tout le temps conscient. Faut prendre conscience des choses. T'sais, tourner sa langue 7 fois avant de parler, là, on devrait l'appliquer dans bien des situations. Oui, effectivement. Parce que des fois, justement, sous le coup de l'émotion, on peut puis justement, comme tu disais, le centre de femmes qui l'ont reçu, c'était une réalité qu'ils ne connaissaient pas. Oui. Mais si la personne elle avait eu le réflexe de prendre conscience que, attends, déjà, c'est une personne qui est pas en sécurité. Voilà. De lui trouver des ressources qui vont lui permettre de se sentir en sécurité, justement. Exact. Donc, c'est juste se tourner la langue cette fois, au lieu de dire « Ah, on peut pas t'aider », dire « Attends, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Qu'est-ce que moi, en tant que personne qui travaille dans cet endroit-là, qui connaît pas ta réalité, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? » Exactement. Le fameux « je ». Exactement, c'est ça. Voilà. Au lieu de dire « Ah, je peux pas t'aider », c'est « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Donc, d'apporter, justement, une bienveillance, puis je pense que tu as mis le mot, sur ça, puis tu as mis le doigt sur l'élément qui est important, c'est la bienveillance. Tellement. La bienveillance, puis tu sais, tu parlais aussi de la question de la communication en résolution de conflits. Il y a justement aussi, tu sais, s'il y a des auditeurs qui nous entendent, qui sont intéressants à savoir un peu plus, il y a certains organismes, il y a des organisations qui existent pour justement apprendre à comment faire pour la résolution de conflits, comment être capable d'exprimer ses besoins, exprimer ses limites. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense que c'est justement la base de... Absolument. Moi, de ce que j'observe, de ce que je constate, je pense que c'est un des éléments qui permettrait énormément de prévenir en amont toutes les situations de violence. Exact. Puis violence dans un couple, parce que, tu sais, ça peut être une chicane qui devient violente, ça peut être une chicane qui, pour une personne, est reçue comme une agression, mais pour l'autre, l'est pas. Donc, s'il y a une portion, s'il y a une communication qui est là à dire, ben moi, je me sens comme ça, qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce que je vis au travers de ça? Donc, l'autre, évidemment, c'est important qu'il y ait une réception de la part de l'autre. Et s'il n'y a pas de réception, c'est là que, justement, le sentiment de sécurité à dire, ben l'autre est pas réceptif à ma réalité. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que je suis réellement en sécurité dans cette relation-là ou pas? Puis, justement, d'aller chercher des ressources externes. Parce qu'il y en a plein. Mieux se sentir. Exactement, il y en a plein. Puis pour moi, justement, c'est important qu'on en apprenne davantage à mieux les connaître, ces ressources-là. Puis ne serait-ce que, je donne un exemple, si vous êtes quelqu'un qui est en dehors de la Montérégie, mais vous entendez parler du JAG aujourd'hui, en écoutant l'épisode, mais le JAG est en mesure de vous donner des ressources qui sont dans votre région. Donc ça aussi, c'est un élément qui est non négligeable parce que des fois, on va se dire « Ah, mais ça, c'est pas dans ma région. » C'est pas grave. Appelle-les parce que eux, tous les organismes, ils se communiquent entre eux. Ils sont capables de donner des ressources de dire, OK, ben vous, dans votre région, c'est cette personne-là, c'est cet organisme-là qui est là pour vous aider, qui vous permet de vous aider. Donc, SOS Violence Conjugale est un bel exemple. Ils vont beaucoup regrouper toutes les ressources, vous les appelez, ils vont vous demander dans quelle région vous êtes. Un petit peu avoir un peu d'informations sur justement votre réalité, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi votre besoin, puis ils vont vous diriger directement, l'appel va être transféré à la bonne personne. Donc, il n'y a pas besoin de raccrocher puis de diriger de faire un autre appel. C'est directement le même appel qui est fait, donc c'est super intéressant pour ça. Puis c'est pas que SOS Violence Conjugale qui peut aider, ça peut être d'autres ressources aussi qui sont là. On les connaît, puis on est sensible, puis on va savoir, comme là, si je ramène à ma communauté, je vais référer à une ressource que je sais qui va être sensible à ta réalité. C'est ça que le JAG on fait. Tantôt, je te le disais au début, on est un généraliste. On règle pas tout, nous. On accompagne, par contre. Puis quand quelqu'un vient chez nous, on l'accueille comme la personne elle est, point, sans jugement. Et on va lui trouver les bonnes ressources. On sait que ça va coller, puis que la personne va pouvoir être soi-même. Ça, pour nous, c'est extrêmement important. Puis je ramène à, justement, ton orientation, ton identité ou ton expression de genre, mais qu'on ne se bloquera pas à ça pour t'aider. Nous, on règle pas des problèmes financiers, on règle pas des problèmes, par exemple, conjugales ou quoi que ce soit, mais on t'accompagne pour trouver les bonnes ressources pour ça. Moi, j'ai une super belle équipe d'intervention. Ils sont 5 plus 2 stagiaires. Des gens accessibles, humains, sensibles. Moi, c'est
quand je passais en entrevue, là, moi, c'est fou que tu coches ça. Là. Mais c'est ça qu'on fait, puis après, on trouve la bonne ressource pour toi, mais qui va être conscient de qui tu es, puis qui tombera pas dans, justement, les perceptions et les fameux clichés. C'est ça qu'on fait. Oui, parce que justement, les perceptions, ça peut être très, très rapide qu'on embarque dans ça, puis de dire, oh, attends, non, comme faire un petit frein, dire, OK, ma perception, c'est ça, mais qu'est-ce qui se passe pour la personne qui est devant moi? C'est quoi sa réalité à cette personne-là? Voilà. Super. Hey, je trouve ça super intéressant. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir accepté aujourd'hui de participer à ce balado-là, cet épisode-là. Je trouve ça super intéressant, puis je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont permettre aux auditeurs de mieux comprendre la réalité, de se sentir plus en sécurité, justement, dans la société, puis d'être capable d'aller chercher des ressources. Puis, tu sais, le JAG aussi est là, comme il mentionnait Raphaël au début, tu le mentionnais. Le JAG est aussi présent pour les alliés qui auraient besoin d'avoir plus d'informations puis mieux comprendre cette réalité-là. Appelez-nous, écrivez-nous, venez nous voir. On peut vous éclairer absolument. Si vous êtes dans la bienveillance, nous, on est là pour vous. Ben super. Merci beaucoup, Raphaël. Merci puis, à toi. Je te souhaite une super belle journée. Puis merci encore d'avoir participé à cet épisode-là aujourd'hui. À bientôt. Salut. À la fin de mon entrevue avec Raphaël, je suis restée avec en tête de beaux outils tout simples et à mon avis très utiles. La première est une question. Est-ce que mon sentiment de sécurité est menacé dans ma relation? Et l'autre, j'ai apprécié qu'il souligne que nous sommes souvent cordonniers mal chaussés dans le sens où nous sommes capables d'identifier la violence dans les relations des autres, mais pas forcément dans sa propre relation. C'est donc important d'être conscient de ça, autant pour soi-même que pour les proches et amis de la personne victime de violence dans son couple. Maintenant, pour le prochain épisode, j'ai eu envie de me pencher sur la réalité d'un autre pays francophone, la France. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode pour voir si les enjeux de la violence conjugale est semblable ailleurs dans le monde. Tu as apprécié cet épisode? Pense à t'abonner au balado En quête de liberté afin de le retrouver rapidement pour le réécouter ou le partager.